bonjour à toutes et à tous. Bonjour plus particulièrement à tous les lycées qui sont avec nous, et vous êtes beaucoup. Les lycées Jules Ferry, La Marcaré, Janson de Sailly, Saint-Nicolas, Sonia Delaunay, Sophie Germain, Saint-Michel de Picpus, les Francs-Bourgeois de la Salle, Blaise Sandrars et Saint-Michel des Batignolles. Et il y a aussi des lycées qui nous suivent à distance, les lycées Sainte-Clotilde, la Pouque du Pérou et Félix Le Dantec. Merci à tous ceux qui sont venus. Ces conférences sont organisées par la Société mathématique de France, qui organise aussi plusieurs cycles de conférences que vous pouvez découvrir sur le site web de la SMF. Nous sommes particulièrement fiers de ces conférences Un texte, un mathématicien et un texte, une mathématicienne, organisées depuis maintenant 2005. Donc faites le calcul, ça fait plus de 15 ans. Ouais, c'est presque 20 pour ceux qui sont forts en maths. Un grand merci à l'association Animat et à Guillaume qui s'occupe des relations avec les lycées. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Grégory Miermont, qui a bravé la grève et qui nous vient de Lyon. Après un bac scientifique, maintenant ça commence à plus être très... Ouais, ça existe déjà plus. Après un bac scientifique en 1996, Grégory a effectué une prépa au lycée Charlemagne, ancienne maison des Jésuites, qui étaient les adversaires de Blaise Pascal, comme quoi aucune rancune. Il a été admis à l'école normale supérieure en 98, puis il a fait une thèse à l'université Pierre et Marie Curie, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université, qui est pas loin, sous la direction de Jean Berthoin, et qui s'appelait, attention, Coalescence et fragmentation stochastique, arbre aléatoire et processus de Lévy, soutenu le 16 décembre 2003. Déjà. Oui. Grégory a été recruté au CNRS en 2004 et il est depuis 2012 professeur à l'ENS de Lyon, où il est actuellement en poste. Ses thèmes de recherche sont les probabilités et la combinatoire, et plus particulièrement les structures géométriques qui émergent de grands objets combinatoires aléatoires, notamment les arbres et les cartes aléatoires. Il va nous parler aujourd'hui de Blaise Pascal, géomètre du hasard. Grégory. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreuses et nombreux, tout particulièrement les jeunes qui viennent écouter des maths à cette heure tardive, enfin pas si tardive quand même. Puis je sais que certains d'entre vous avaient passé un bac blanc aujourd'hui, donc vous êtes d'autant plus courageux, bravo. Donc ce soir, je vais parler de Blaise Pascal, géomètre du hasard. Et en fait, plus exactement, je vais parler d'une correspondance entre deux grands mathématiciens que sont Blaise Pascal à gauche et Pierre de Fermat à droite. Et cette correspondance qui a eu lieu en 1654 commence de la façon suivante. « Monsieur, l'impatience me prend aussi bien qu'à vous, et quoique je sois encore au lit, je ne puis m'empêcher de vous dire que je reçus hier, au soir, de la part de monsieur de Carcavie, votre lettre sur les parties que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. » 29 juillet 1654. Alors quand Pascal dit « je suis encore au lit », c'est pas qu'il est paresseux, c'est que Pascal était souvent malade. Et ce que dit cette lettre, c'est qu'il va répondre à une lettre de Fermat qu'il a transporté de joie. Alors pourquoi cette correspondance qui commence comme ça, peut-être d'une façon assez prosaïque et si importante, c'est que les commentateurs ultérieurs voient dans cette correspondance la naissance de la théorie des probabilités que Blaise Pascal a choisi d'appeler la géométrie du hasard. Alors, expliquons un petit peu comment on en est arrivé là. Et, bon, comme j'ai dit, je vais parler d'une correspondance entre deux mathématiciens, mais je vais quand même me centrer sur Pascal, pour deux raisons. La première, c'est que c'est
Pascal qui est, disons, c'est le cercle de Pascal qui est à l'origine de cette correspondance avec Fermat. Et la seconde, c'est qu'on fête les 400 ans de la naissance de Pascal. Et donc, je vais parler de sa vie avant cette fameuse date de la correspondance avec Fermat. Donc, Blaise Pascal a 400 ans. Il est né le 19 juin 1623 à ce qui ne s'appelait pas encore Clermont-Ferrand. Et on voit ici une reproduction de sa maison de naissance. Sa maison n'existe plus depuis longtemps, mais enfin on a essayé de la reconstituer. Et il est le fils d'Étienne Pascal et d'Antoinette Bégon. Et il a deux sœurs, Gilberte et Jacqueline, que je mentionne parce que chacune a eu une influence très considérable dans la vie de Pascal pour des raisons assez différentes. Jacqueline est une sorte d'alter ego très très important pour Pascal, avec qui il avait une sorte de connexion très, très forte. Et les dates de la vie de Jacqueline sont quasiment superposables à celles de Pascal, puisqu'elle est morte en 1661, juste un an avant la mort de Pascal. Et Gilberte a eu un rôle très important durant la vie de Pascal, mais aussi après sa mort, puisque c'est elle qui, en quelque sorte, a fixé la première, son histoire en écrivant un livre sur sa vie. Et comme vous l'avez peut-être vu, en fait, Pascal perd sa mère à peine à 3 ans. Et après cette perte, le père de Blaise, Gilberte et Jacqueline va décider en fait de s'occuper tout seul de l'éducation de ses 3 enfants. Et en fait, il va se créer autour de ce quatuor une espèce de cercle familial où les idées vont fuser dans tous les sens et où les talents de Blaise et de Jacqueline vont s'exprimer, tout particulièrement de ces deux-là, vont s'exprimer vraiment à plein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes au XVIIe siècle. Pascal naît sous le règne de Louis XIII, qui va succéder un peu plus tard à Louis XIV. Et dans un moment assez singulier pour les sciences, vraiment extraordinaire, puisque vous voyez que Galilée meurt en 1642 et Newton et Leibniz vont naître juste après. Donc, c'est pour vous donner un petit peu l'idée disons, de l'activité scientifique à ce moment-là. Et il se trouve que Étienne Pascal fait des études de droit à la Sorbonne, mais en fait c'est quelqu'un qui est curieux de tout et particulièrement de sciences, et qui va faire partie d'un cercle qui s'appelle l'Academia Parisienne 6, fondé par le père Marin Mersenne. Alors Mersenne, vous le connaissez peut-être à travers notamment ce qu'on appelle les nombres de Mersenne. Un nombre de Mersenne, c'est une puissance de 2 à laquelle on soustrait 1. Et Mersenne a remarqué que souvent, le résultat donnait un nombre premier. Alors pas toujours. Par exemple, 16 moins 1, ça fait 15, ce n'est pas un nombre premier. Mais 8 moins 1, ça fait 7, c'est un nombre premier. Et en fait, les plus grands nombres premiers qu'on connaît sont des nombres de Mersenne. 2 à la puissance 2 millions quelque chose, moins 1. Et en fait, Mersenne fonde quelque chose qui n'existait pas à l'époque, qui va devenir en fait l'Académie des sciences plus tard, au cours du XVIIe siècle, qui est un lieu d'échange entre les scientifiques, d'échange entre les scientifiques présents à Paris, mais aussi en correspondance avec les scientifiques qui se trouvent dans d'autres pays. Et j'en ai cité quelques-uns ici. Donc, parmi les Français, on a Descartes, Roberval, Gérard Desargues, Carcavie, Fermat, dont on va reparler plus tard. Et puis, à l'étranger, Huygens, Torricelli, Hobbes, puis j'avais oublié Gassendi. Et donc, vous voyez un petit peu le niveau, en quelque sorte, des gens qui sont là. Et Étienne Pascal fait partie de ce cercle. Et en fait, très rapidement, Blaise va emboîter le pas de son père et se passionner pour les mêmes sujets. Et la première vie de Pascal va être celle d'un scientifique extraordinaire, d'un mathématicien, d'un ingénieur et d'un physicien. Donc je cite ici l'essai pour les coniques qui a fait l'admiration en 1640, donc Pascal avait 16 ans, de l'Academia Parisienne 6 de Mersenne. Quand les gens ont lu ce mémoire, ils ont dit « Ah tiens, un mémoire d'Étienne Pascal ».
Non, non, pas du tout, c'était un mémoire de Blaise Pascal, le fils, dans lequel il poursuit, disons, des idées de Desargues pour fonder, disons, pour écrire un travail précurseur de ce qu'on appellera plus tard la géométrie projective, qui est une sorte de version où on prend un peu de hauteur par rapport à la géométrie euclidienne et où on rajoute des points à l'infini en lesquels des droites parallèles, enfin, deux droites parallèles, vous savez, ne se coupent pas, mais en géométrie projective, elles se coupent, mais simplement elles se coupent à l'infini. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle les points de fuite quand on fait des dessins en perspective. Et ici, j'ai représenté une figure illustrant un des théorèmes de Pascal qu'il explique dans cet essai pour les coniques. Pascal est très connu pour avoir inventé la première machine à calculer fonctionnelle, et non seulement pour l'avoir inventée, mais aussi pour l'avoir développée. C'est-à-dire que c'est bien beau d'imaginer la possibilité d'une telle machine, mais la réaliser est une autre affaire. Et Pascal s'est intéressé à tous les aspects théoriques et pratiques de la réalisation de sa calculette, de la première calculette qui s'appelle aujourd'hui la pascaline. Et donc qu'il a développé entre 1642 et 1645 pour aider son père dans les calculs de la levée des impôts. Ensuite, entre 1647 et 1653, il poursuit les travaux du physicien et mathématicien italien Torricelli et prouve l'existence du vide et étudie les notions de pression atmosphérique, d'hydrostatique, invente le principe de la presse hydraulique. D'où est issu le principe de la presse hydraulique. Donc, c'est ce qui sont des travaux fondamentaux à l'époque, c'est-à-dire que la notion de vide, de faire le vide dans un tube de mercure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, et la notion de pression atmosphérique n'est pas du tout évidente. Et en fait, il démontre, notamment avec des expériences menées au Puy-de-Dôme, que l'air a une pesanteur et exerce une pression. Et vous savez peut-être qu'une des unités de pression encore utilisées aujourd'hui, c'est le pascal. Voilà, donc là on arrive tout doucement vers 1654. Alors que se passe-t-il peu avant ? Son père Étienne meurt en 1651 et sa sœur Jacqueline va devenir peu de temps après religieuse à l'abbaye de Port-Royal des Champs contre l'avis de son frère. Et ces deux événements vont créer un grand trouble, une grande crise en fait, dans l'existence de Pascal. Pendant cette période, Blaise Pascal va commencer à briller dans différents salons et cercles mondains, notamment par l'entremise de son grand ami, le duc de Rohanès. Et c'est ce qu'on appelle la période mondaine de Pascal. Donc là, il va s'intéresser, disons, toujours aux sciences, avant de traverser, disons, une crise existentielle, disons, qui atteint un paroxysme dans une révélation mystique qui va avoir le 23 novembre 1654 et qui s'appelle la Nuit de Feu et qui va complètement transformer en fait Pascal. À partir de ce moment-là, Pascal va donc complètement changer. Il va, disons, s'orienter plus vers la théologie, la morale, la philosophie, et il va devenir l'homme, disons, qui est le plus connu du grand public, qui est celui des pensées. D'accord ? Pour autant, Pascal n'abandonne pas du tout les sciences après cette révélation, mais simplement il va plus, déjà il ne va plus publier, il ne va plus être en quelque sorte signer ses découvertes, et en réalité il ne va plus signer grand-chose puisque à la fois les pensées qui sont en fait une œuvre inachevée, hein, une apologie de la religion chrétienne, ainsi que d'autres écrits, les provinciales, où ces traités sur la cycloïde, qu'il appelait la roulette, vont être chacun signés par un nom d'emprunt différent, Amos de Tonville, Louis de Montalt, etc. Donc, en quelque sorte, le Pascal public va disparaître à ce moment-là. Donc voilà les étapes de la vie de Pascal dont je voulais parler. Voilà où on en est. On n'est pas encore tout à fait à la nuit de feu, au moment de l'invention de la géométrie du hasard. Alors regardons ce qui se passe en 1654, et je vous ai mis ici une reproduction de l'adresse que fait Blaise Pascal, donc en cette année, à l'Académie du père Mersenne. Et vous voyez que c'est une adresse qui est en latin, parce que je pense que pour se faire comprendre de tout le monde en Europe, aujourd'hui on parlerait anglais, mais à l'époque on parlait latin. Alors je vous rassure, j'ai
j'ai quand même fait une petite traduction de ce texte, mais vous voyez qu'à la fin, on voit apparaître Aleae Geometria, la géométrie du hasard. Alors voilà ce qu'il dit. Alors ici, il faut savoir que dans cette adresse, c'est une adresse beaucoup plus longue dans laquelle il explique toutes les choses merveilleuses qu'il va faire en géométrie, en théorie des nombres. Et puis, voici un traité tout à fait nouveau, d'une matière absolument inexplorée jusqu'ici, savoir la répartition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis, ce qu'on appelle en français faire le parti des jeux. Et grâce à la géométrie, nous l'avons réduite avec tant de sûreté à un art exact qu'elle participe de sa certitude et déjà progresse audacieusement. Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations de la science à l'incertitude du hasard et conciliant ces choses en apparence contraires, elle peut, tirant son nom des deux, s'arroger à bon droit ce titre stupéfiant, géométrie du hasard. Alors bon, ça c'est caractéristique de Pascal. Pascal, si vous avez l'occasion, lisez-le parce que c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours une sorte de plaisir des mots. Et donc voilà, il a fondé quelque chose qui est à cette époque-là impossible à concevoir, ou presque, c'est que par définition, le hasard, c'est tout ce qui est incertain, c'est tout ce qui échappe au raisonnement. Et lui, avec la géométrie, c'est-à-dire par les mathématiques, eh ben, il va réduire en quelque sorte le hasard à un art certain. Alors, d'où vient ce traité qui semble sortir de nulle part? Eh bien, cette idée vient des jeux de dés. Et plus exactement, cette idée vient d'un ami de Pascal, Antoine Gombault, le chevalier de Méré, qui est un des libres penseurs érudits que Pascal fréquente dans cette fameuse période mondaine. Et Antoine Gombault est un joueur, comme beaucoup de ses congénères, et il va poser à Pascal plusieurs problèmes, dont en voici deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le problème des dés, et il demande, est-ce qu'il y a avantage à parier d'obtenir un double 6 si je lance 24 fois une paire de dés? D'accord ? Premier problème. Alors, ce qu'avait observé le chevalier de Méré, c'est que quand on jette un seul dé 4 fois, effectivement, on a plutôt intérêt à parier qu'un 6 va sortir. Et puis il se disait, du coup, si je lance 24 dés, si je lance 24 fois une paire de dés, peut-être par proportionnalité, je vais avoir aussi intérêt à parier qu'un double 6 va sortir. Voilà la question du chevalier de Méré. Et la deuxième question, c'est le problème des parties, qui est un petit peu plus long à énoncer, et qui s'énonce comme ça. Vous avez deux personnes qui jouent à un jeu de pur hasard. Par exemple, je joue avec vous à un jeu de pile ou face. D'accord ? Et mettons que si la pièce tombe sur pile, c'est moi qui marque un point. Si elle tombe sur face, c'est vous qui marquez un point. Et le premier arrivé à 3 points a gagné. D'accord ? Maintenant, imaginons que j'ai tiré une fois face, vous avez gagné un point, pile, j'ai gagné un point, pile, j'ai gagné un nouveau point, et puis on s'arrête là. D'accord ? On ne va pas jusqu'au bout, j'ai deux parties, vous en avez une, et imaginons qu'au début, on avait misé une certaine somme. D'accord ? On avait misé chacun une somme égale sur notre victoire possible. La question, c'est, si on veut se quitter bons amis, comment est-ce qu'on répartit ces sommes entre nous ? D'accord ? Sachant que j'ai gagné une partie de plus que vous, mais évidemment, potentiellement, vous allez gagner les deux suivantes. C'est pas sûr, on ne sait pas. Non. Donc voilà, comment répartir, comment partager l'argent mis en jeu en fonction des résultats des manches déjà jouées, proportionnellement à ce que les joueurs auraient droit d'espérer de la fortune. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces problèmes ne sont pas nouveaux. En fait, les problèmes de jeu de dés ont été discutés auparavant, et notamment ils ont été discutés par plusieurs scientifiques italiens, dont je nomme certains ici, Pacioli, Tartaglia, Cardano et Galilée lui-même. Et le problème des parties est aussi un problème connu, parce que c'est un problème très concret. Si vous faites un contrat avec quelqu'un, par exemple quelqu'un qui essaye de vous assurer, et que vous rompez le contrat à un moment, comment est-ce que vous faites pour répartir la somme que vous aviez quelle est la somme que vous devez récupérer, en fait ? Alors, pour le premier problème, le problème des dés, ce qu'il faut savoir, c'est que même si le fait de quantifier le hasard, c'est quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes, parce que si c'est quelque chose d'incertain, c'est peut-être en fait Dieu qui décide du lancer de dés, d'accord ? C'est pas si absurde. Enfin, je pense que les joueurs compulsifs, ils s'en remettent assez souvent à Dieu quand ils jouent à la roulette. Mais malgré tout, l'idée de prendre des quotients
nombre de cas où je gagne divisé par nombre de cas total, c'est quand même une idée assez évidente, on va dire, et qui en fait existe déjà. Il y a un il y a un traité notamment de Cardano, qui est un mathématicien du XVIe siècle, qui va paraître en fait à titre posthume à la fin du XVIIe siècle, donc bien après Pascal et Fermat, et dont Pascal et Fermat en fait n'avaient sans doute aucune idée, dans lequel déjà ils discutent de ces problèmes de dés. D'accord ? Donc essayons de répondre à ce moment-là au problème du chevalier de Méré, au premier problème, le problème des dés. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir un double 6 en 24 lancers ? En fait, il est plus facile de répondre à la question quelle est la probabilité de ne pas obtenir un double 6 en 24 lancers, puisque si je jette 2 dés, j'ai 36 résultats possibles de chacun des 2 dés. D'accord ? Le premier dé peut faire 1 et le second 1, le dé peut faire 1, le second 2, etc. J'ai 6 possibilités pour le premier dé et 6 pour le deuxième. Au total, les 2 dés produisent 36 hasards. Et parmi ces 36 hasards, c'est-à-dire ces 36 façons de tomber, une seule est un double 6, donc 35 ne me donne pas un double 6. Si je répète ce jeu 24 fois, eh bien, je vais avoir 36 puissance 24 résultats possibles pour mon expérience, parmi lesquels 35 à la puissance 24 ne vont jamais me donner un double 6. Autrement dit, la probabilité de ne pas obtenir un double 6 en 24 lancés, c'est 35 sur 36 à la puissance 24. Et la probabilité d'obtenir un double 6, c'est 1 moins cette quantité-là. Et puis, après, c'est un exercice facile de voir que ça fait 0,491, etc. Donc, c'est plus petit que 1,5. Donc, si je vous demande de parier, si je parie avec vous de jeter un dé en 24 coups, je vais perdre plus souvent que je vais gagner. D'accord ? En revanche, si je parie de faire un double 6 en 25 lancés, le même calcul, mais avec la puissance 25 au lieu de 24 ici, va me donner un résultat plus grand que 1,5, donc je vais avoir plutôt intérêt à parier contre vous. Alors j'ai dit que c'était facile de faire ce calcul, mais bon, je ne sais pas s'il n'y avait pas... il y a la Pascaline, d'accord, mais la Pascaline, elle ne savait pas calculer 35 à la puissance 24. Donc comment on faisait à cette époque pour calculer des nombres aussi astronomiques ? Déjà, je pense qu'il ne faut pas... sous-estimer les capacités de calcul qu'avaient à ce moment-là les gens qui étaient un petit peu versés dans les mathématiques. Je pense qu'ils pouvaient passer des journées entières à noircir du papier. Et par ailleurs, c'était de très très bons approximateurs. Ils savaient bien que quand on faisait les calculs, ici, vous voyez, je n'ai pas écrit le résultat exact, alors que j'aurais pu en fait écrire le développement décimal entier de ce nombre, de cette fraction, d'accord ? Mais en fait, si on cherche que les premiers chiffres significatifs, il suffit de calculer des approximations du numérateur et du dénominateur de cette fraction. Et en fait, les mathématiciens, les physiciens, les astronomes savaient très très bien comment approximer en fait ces résultats et simplifier leurs calculs. Voilà. Donc voilà la solution du premier problème du chevalier de Méré. Alors je peux peut-être faire une première pause ici pour demander s'il y a des questions, parce qu'après tout, on vient de faire une première démonstration mathématique. Je crois qu'il faut parler dans le micro si vous avez une question. Alors, n'hésitez pas à lever la main et attendez le micro avant de poser une question. Il y a une question au 5e rang. Ma question, c'est pourquoi c'est puissance 24, 35 sur 36 puissance 24, et pourquoi pas x 24, vu qu'on lance 24 fois ? Oui, en fait, la question que vous posez, c'est exactement la question qu'a posée le chevalier de Méré à Pascal. Il a dit, ça devrait être 24 fois, je fais 24 fois une même expérience, donc ça devrait être 24 fois. Mais le chevalier de Méré se trompait, et encore une fois, la raison, c'est que nous cherchons le nombre de situations favorables à notre expérience aléatoire. Donc ici, favorable, ça veut dire quoi ? Comme je vous ai dit, au début, on cherche pas plutôt un double 6 en 24 lancés, mais le fait de ne jamais faire de double 6 en 24 lancés. C'est plutôt ça qui va bien marcher. Vous voyez que si je fais l'expérience une fois, 35 fois sur 36, je ne vais pas obtenir un double 6. D'accord ? Donc le nombre de résultats, imaginons qu'on fasse l'expérience que 2 fois, le nombre de fois où je ne vais pas obtenir un double 6
sur nos deux premières expériences, c'est 35 fois 35. Le nombre de résultats de la première expérience fois le nombre de résultats de la deuxième expérience. Par exemple, la première expérience, j'obtiens un double 1. La deuxième, j'obtiens un 1 et un 2. Ça, c'est un des résultats possibles. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver 35 au carré résultats possibles. Sur combien de résultats possibles ? 36 au carré pour la même raison. Et donc, le nombre de résultats sans double 6 divisé par le nombre de résultats total, ça me donne cette fraction 35 sur 36 au carré si je fais l'expérience 2 fois. Et c'est pareil si je fais l'expérience un nombre plus élevé de fois. Voilà, j'espère que je me suis fait à peu près comprendre. Moi, c'était pour savoir si... Enfin, je comprends pas pourquoi c'est 1 moins 35 sur 36. Parce que je pensais que c'était la formule, justement, pour avoir le contraire. Enfin, l'événement contraire, du coup, j'ai pas du tout compris pourquoi c'était 1 C'est exactement moins... ça, oui. En fait, c'est ça que j'ai fait, vous voyez. J'ai calculé la probabilité de l'événement contraire, c'est le fait de ne pas avoir un double 6 en 24 lancé, et j'ai dit que cet événement contraire, c'était 35 sur 36 à la puissance 24. Et je prends 1 moins ça. Alors, au passage, c'est un petit peu anachronique d'écrire les choses sous cette forme-là. La notion de probabilité est de toute façon pas du tout fixée. Elle ne le sera pas non plus en fait, après Pascal et Fermat. Il va falloir encore attendre un petit peu. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est une autre façon d'écrire cette fraction, c'est dire 36 à la puissance 24 résultats possibles, auquel j'enlève 35 à la puissance 24 résultats qui ne me donnent pas de double 6, divisé par 36 à la puissance 24. C'est une autre façon d'écrire cette quantité-là. Question. Alors, comment on fait pour... pourquoi on ne peut pas directement mettre... pourquoi ça ne marche pas de faire 1 sur 36 puissance 24 au lieu de faire 1 moins... Alors, 1 sur 36 à la puissance 24, vous pouvez répondre à cette question. 1 sur 36, c'est la probabilité d'obtenir un double 6. Vous êtes d'accord avec moi ? 1 sur 36 à la puissance 24, du coup, c'est la probabilité de quoi ? De n'obtenir que des doubles 6. Et ça, évidemment, c'est astronomiquement petit. D'accord ? Il n'y a qu'une seule... Vous voyez, parmi toutes les expériences que je peux faire, il n'y en a qu'une seule qui me donne à chaque fois un double 6. D'accord ? Parmi les 36 à la puissance 24 possibilités. Ah oui, d'accord. Bon, mon collègue du premier rang me fait remarquer, quand je dis probabilité d'obtenir un double 6 en 24 lancés, ce n'est pas obtenir exactement un double 6, c'est obtenir au moins un double 6. D'accord ? Mais c'est bon. Effectivement, je n'ai pas été clair là-dessus. Est-ce que j'ai intérêt à parier que je vais obtenir au moins un double 6, pas exactement un double 6 ? Oui. On a une question en ligne. Oui. On me demande, Pascal utilise-t-il déjà le mot probabilité pour désigner ses quotients ou bien utilise-t-il un autre mot ? Alors d'abord, non, il utilisait un autre mot et en fait, je vais en parler un petit peu plus tard. C'est plutôt Fermat en réalité qui va qui va tendre vers la notion de probabilité. Pascal, il va, disons, plutôt introduire une autre notion un peu duale qui est celle d'espérance. Et de toute façon, il faut dire qu'à cette époque-là, le mot probabilité voulait dire quelque chose de complètement différent. Une opinion probable, c'était une opinion qui pouvait être défendue par un casuiste, c'est-à-dire en quelque sorte, vous soumettiez un problème moral à un jésuite, et si il considérait que ce problème moral n'était pas présent, cette opinion devenait une opinion probable parce qu'elle pouvait être essayée auprès d'un jésuite. Donc vous voyez, c'est devenu complètement autre chose, le mot probabilité aujourd'hui. Mais le mot existait déjà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être... Encore. Il y en a encore. Bon, d'accord, allons-y. Donc l'autre question, c'est pourquoi le terme géométrie du hasard alors que c'est plutôt de l'analyse ou de l'arithmétique ? Alors, analyse n'est pas un mot qui existe à ce moment-là, puisque l'analyse, en gros, va être fondée par Leibniz et Newton à la fin de ce siècle. D'accord ? Et elle mettra encore un petit peu de temps avant de s'appeler analyse. Je pense que c'est plus ou moins après Cauchy. Pour ça, je ne suis pas sûr, ça mériterait peut-être un autre exposé ici. En fait, il faut savoir que le mot géométrie, c'est plus ou moins superposable au mot mathématique à l'époque. C'est la mathématique du hasard.
Oui. Non, il faut que vous parliez dans le micro. Est-ce que dans l'exemple que vous avez montré, on aurait pu utiliser la loi binomiale avec un succès, un échec? Attendez. on est au tout début des probabilités, donc la loi binomiale, on n'y est pas encore. Mais vous allez voir des lois binomiales plus tard. Peut-être une dernière question, et puis je continue après. Est-ce que ça voudrait dire que plus le nombre de puissance il augmente, oui, plus il a plus de chances de gagner? Bien sûr, bien sûr. Ah, je suis revenu au début de mon exposé, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas grave. C'est bon? Ouais. Oui, bien sûr, vous voyez que 35 sur 36, c'est quelque chose qui est plus petit que 1. Donc à chaque fois que je multiplie par 35 sur 36, j'ai quelque chose qui décroît. Et puis en fait, à la fin, ça va décroître vers 0. Et ce qui signifie effectivement que si je lance une infinité de fois 2D, il y a bien un jour où je vais obtenir un double 6. Et je vais même en obtenir une infinité. Mais bon. Voilà. Je continue peut-être, puis je reprendrai d'autres questions plus tard. Donc voilà la résolution du problème de Méret. En fait, ce problème ne pose vraiment aucun problème à Pascal, ni à Roberval, ni à Fermat. Par contre, comme dit Pascal, j'admire bien davantage la méthode des parties que celle des dés. Donc le problème des parties, souvenez-vous, c'est je joue un jeu en 3 manches gagnantes, j'interromps le jeu avant la fin, comment est-ce qu'on se répartit nos mises initiales? Et ce problème des parties ne trouve aucune solution satisfaisante dans l'école italienne, dont j'ai parlé avant, celle de Pacioli, Tartaglia, Cardano. Pacioli a proposé une solution qui était en gros, on répartit les sommes au prorata des parties déjà gagnées. Bon. Il se trouve que ça ne marche pas. Mettons que j'ai gagné 0 partie, je ne vais pas récupérer 0, parce que si on n'a pas fini le jeu, je vais peut-être gagner les 3 prochaines manches. Donc ça ne peut pas marcher. Pacioli comprend qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté des parties qui restent à jouer. Donc peut-être qu'il faut se répartir en fonction des parties qui restent à jouer, mais ce n'est pas clair non plus. Et en gros, ce que concluent les uns et les autres, c'est que, en fait, tout ça, c'est quelque chose d'incertain et qu'il y a une sorte de convention qui doit avoir lieu ici. Évidemment, cette solution ne va pas du tout satisfaire Fermat et Pascal, qui du reste n'avaient aucune idée de ces travaux-là. En tout cas, on a de fortes raisons de le penser. Et en fait, Pascal va trouver une solution. Et encouragé par Carcavie et Roberval, il va entamer donc cette fameuse correspondance avec Pierre de Fermat, très fameux et très érudit magistrat toulousain, qui est reconnu à l'époque comme un des plus grands mathématiciens vivants. Il consacre tous ses loisirs en fait enfin pas tous ses loisirs, il est lettré, il écrit des poèmes, mais il consacre une grande partie de ses loisirs aux mathématiques. Et il est très célèbre pour ses travaux fondamentaux en optique et en géométrie, sur lesquels il va s'opposer régulièrement à Descartes. On voit en fait Fermat comme un des fondateurs du calcul différentiel, c'est-à-dire le calcul des dérivées et la détermination des tangentes avant Leibniz et Newton. Et il est surtout fameux en théorie des nombres. Et j'ai reproduit en 2 lignes ici les 2 théorèmes les plus connus de Fermat. Le premier, c'est ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est là-dessus que repose disons la cryptographie moderne, les codages. C'est sur cette petite formule-là. Et le deuxième énoncé, c'est le grand théorème de Fermat, qui dit qu'on ne peut pas écrire une puissance énième d'un nombre entier comme somme de 2 puissances énièmes dès que n est plus grand que 3. D'accord ? Et vous savez peut-être, ce théorème, il a été prouvé que 350 ans plus tard, parce qu'en fait, Fermat était aussi très célèbre pour sa difficulté à écrire les détails des preuves des résultats qu'il avançait. Il disait lui-même qu'il était le plus paresseux des hommes, ce qui n'était évidemment pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que souvent les preuves de Fermat sont très très rapides et lacunaires. Et en particulier, je vous aurais bien donné la preuve de son grand théorème, mais le transparent est un peu trop petit pour contenir la preuve. Alors voici la solution de Pascal. Je vais vous expliquer la solution au problème des parties. Et vous voyez ici, j'ai représenté sur une petite grille les différents scénarios. Donc nous partons de la gauche, où alors là, ici, j'imagine plutôt que c'est Blaise et Pierre, plutôt que nous qui jouons. À gauche, voici le nombre de parties gagnées par Blaise, et à droite, le nombre de parties gagnées par Pierre. Donc ici, par exemple, Blaise a gagné la première partie, et ici, Pierre a gagné la première partie. D'accord ? Donc j'avance, je vais de la gauche vers la droite dans cette grille, jusqu'à arriver sur les victoires. Ici,
de Blaise par 3 parties à 0, 3 parties à 1 et 3 parties à 2, et ici de Pierre par 3 parties à 0, 3 parties à 1 et 3 parties à 2. D'accord ? Maintenant, voilà comment raisonne Pascal. D'abord, il dit, plutôt que le nombre de parties gagnées, je vais représenter ici le nombre de parties qui restent à gagner. Donc à gauche, 3 parties restent à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre. Donc ici, plutôt que d'ajouter 1, je soustrais 1 à chaque fois que je vais de la gauche vers la droite, jusqu'à arriver ici à 0 parties me restant à gagner pour Blaise et 3 parties restant à gagner pour Pierre, etc. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, je vais représenter en violet la somme à laquelle Blaise peut prétendre à chaque étape du jeu. Sachant qu'au début, Blaise et Pierre ont engagé chacun 32 pistoles. D'accord ? La monnaie de l'époque, il y avait des sols, des pistoles, des écus, mais bon là, ils jouaient en pistoles. Donc vous voyez que si Blaise gagne, il va remporter ses 32 pistoles de mise plus celles de Pierre. Donc il aura gagné, il va remporter 64 pistoles. A l'inverse, s'il perd ici, s'il arrive là, il ne remportera rien du tout, il remportera 0. Et la première question qu'on se pose, c'est si je suis là, s'il me reste une partie à jouer pour Blaise et une partie pour Pierre, comment me répartir la somme ? Je pense que là, tout le monde sait répondre à cette question. Et laissons Pascal répondre. Ils sont 2 parties à 2 parties. D'accord ? Par conséquent, s'ils veulent se séparer, il faut qu'ils retirent chacun leur mise, c'est-à-dire 32 pistoles. Et donc, à ce stade-là, Blaise va décider d'arrêter le jeu et de retrouver ses 32 pistoles. Les chances sont égales. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si Blaise, il ne lui reste qu'une seule partie à gagner, alors qu'il en reste 2 à gagner pour Pierre ? Là, la question est un petit peu plus difficile, mais à nouveau, laissons Pascal répondre. Je suis sûr d'avoir 32 pistoles, car la perte même me les donne. Oui, si je perds ici, je me retrouve dans la situation antérieure, et donc je vais récupérer 32 pistoles. La perte même d'une manche me donne 32 pistoles. Mais pour les 32 autres, peut-être je les aurai, peut-être vous les aurez, le hasard est égal. Partageons donc ces 32 pistoles par la moitié et me donnez, outre cela, mes 32 qui sont sûrs. Et donc, Blaise aura 48 pistoles et l'autre 16. D'accord ? Évidemment, par symétrie des rôles, si on se trouve à 2 manches restant à jouer pour Blaise et une seule pour Pierre, c'est Blaise qui va retirer 16 pistoles. D'accord ? Donc la répartition ici, c'est 48 et 16. Et puis on peut continuer par le même raisonnement, vous voyez. Si je reviens ici, 2 parties restant à gagner chacun, je sépare la mise par la moitié. Et si je me trouve par exemple à une partie restant à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre, je fais le même petit raisonnement. Si je perds, je vais gagner 48 pistoles quand même, mais si je gagne, je vais gagner 64 pistoles. J'ai une différence entre les deux que je sépare par la moitié et que j'ajoute à 48. D'accord ? Donc en l'occurrence, la différence entre 48 et 64, c'est 16, et donc je sépare ces 16 par la moitié et je les ajoute au gain que Blaise peut espérer. Et ainsi de suite. En fait, comme ça, je peux remplir le tableau en revenant depuis les situations de victoire pour l'un ou pour l'autre jusqu'à l'origine de la partie. Voilà la solution du problème des parties. Vous voyez qu'il n'y a aucune probabilité là-dedans. Il y a seulement ce que je peux espérer gagner. Il y a en fait une notion d'espérance ici. Voilà, alors si on met ça un petit peu en formule, j'y reviendrai plus tard, mais si j'appelle E, indice B et P, la somme à laquelle Blaise peut prétendre s'il lui reste B parties à gagner alors qu'il en reste P à gagner pour Pierre, eh bien j'ai cette équation qui me dit que EBP, c'est la moyenne entre EB-1P, si Blaise gagne, il lui restera B-1 partie à gagner, et EBP-1. Si Blaise perd, il restera P-1 partie à gagner pour Pierre. D'accord ? Donc voilà le raisonnement. Et évidemment, quand on a cette équation, il faut aussi savoir ce qu'on met au départ, en quelque sorte, ou ici à la fin, quand on a les parties gagnées, c'est que s'il reste 0 partie à gagner pour Pierre, ça veut dire que Blaise a perdu, donc EB0 c'est 0, et s'il reste 0 partie à gagner pour Blaise, ça signifie qu'il a gagné, donc il remporte toute la mise, ici 64. Donc j'appellerai plus tard grand M la mise totale. D'accord ? C'est une solution limpide. Enfin, j'espère. En tout cas, voilà. Alors après, Pascal ne va pas être complètement convaincu, enfin, il ne va pas être complètement satisfait par cette réponse qu'il a donnée. Elle est juste, clairement. Mais elle donne une façon de calculer de proche en proche les différents parties, les différentes répartitions des parties. Mais je n'ai pas une formule générale.
Et notamment, une chose qui intéressait beaucoup Pascal, c'était de savoir quelle est la valeur de la première partie. C'est-à-dire le nombre 44 ici, qui se calcule en remontant un petit peu difficilement dans ce tableau, est-ce que j'ai une formule qui me le donne ? Si, par exemple, je joue, plutôt qu'en 3 manches gagnantes, en 10 manches gagnantes, quelle est la valeur que je vais placer, disons, sur la première partie ? L'idée étant que, plutôt que de miser tout de suite nos 32 pistoles chacun, je vais juste miser ce dont j'ai besoin pour jouer la première partie. D'accord ? C'était ça l'idée de Pascal. Alors maintenant, voyons la solution de Fermat. Alors malheureusement, d'abord, cette solution, elle est perdue, comme beaucoup des preuves de Fermat, mais là, il a une excuse, c'est la famille de Pascal, en fait, qui va perdre la correspondance vers le milieu du XVIIIe siècle, qui va perdre en tout cas cette partie-là de la correspondance. Néanmoins, comme on le verra tout à l'heure, on peut reproduire la preuve de Fermat par une autre partie de la correspondance. Alors voici l'argument de Fermat, et vous allez voir qu'il n'a rien à voir. Je pars d'une situation donnée, par exemple 2 parties à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre. Okay ? Et Fermat dit, s'il reste B parties à gagner pour Blaise et P pour Pierre, imaginons que le jeu ne se joue pas juste en 3 manches gagnantes, mais que je poursuis le jeu indéfiniment. Eh bien, en fait, je suis sûr qu'au bout de B plus P moins une partie, le sort de la partie sera entièrement déterminé. Ici, ce nombre-là, B plus P moins 1, j'ai dit B égale 2, P égale 3, ça fait 4 parties, et j'ai représenté ici le résultat des 4 parties. Pourquoi ? Vous voyez que si Pierre a remporté moins que P manches sur ses parties jouées, ça veut dire que Blaise en aura remporté plus que B, et vice-versa. Donc en fait, au bout de 4 parties, je connais en fait complètement le sort du jeu, en quelque sorte. Et donc Fermat va dire, continuons en fait le jeu jusqu'à ces 4 parties. D'accord ? Éventuellement, en rajoutant des manches fictives, vous voyez que le jeu, normalement, il aurait dû s'arrêter ici, mais je le poursuis par des manches feintes, d'accord ? qui ne sont pas vraiment là. Et maintenant, Pascal, il va raisonner comme on l'aurait fait pour un jeu de dés classique, nombre de situations favorables divisé par nombre de situations totales. Comment il va faire ? Il va dire que ça se règle très facilement par les combinaisons. Bon. Peut-être il a donné un peu plus de détails, mais c'est pas sûr. Alors, il dit plus tard dans la correspondance, d'ailleurs, vous savez très bien ça, puisque j'ai votre traité du triangle arithmétique, et vous connaissez bien les combinaisons, monsieur Pascal. Oui, parce que Pascal, il se reposait vraiment jamais, et il se trouve qu'au même moment, il a écrit un traité sur ce qu'on appelle le triangle arithmétique, ou en fait aujourd'hui on l'appelle le triangle de Pascal. Alors, le triangle arithmétique, donc c'est un traité rédigé par Pascal aussi en 1653, dans lequel d'ailleurs il y a un chapitre qui est sur le problème des parties dont on est en train de parler, et où il va donner la solution. En fait, je pense qu'il a donné la solution après en avoir discuté avec Fermat. Ça arrive à peu près au même moment, mais vraisemblablement, il avait déjà discuté avec Fermat de ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que le triangle arithmétique ? C'est un triangle rempli de nombres dans lequel on progresse en diagonale ici. Alors mieux vaut, en fait, en général, on le représente plutôt en mettant le haut ici et le bas là, la gauche et la droite ici. En disant, on part de 1 ici, on met des 1 sur cette première rangée ici et 1 sur la première colonne. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est que quand je vais en diagonale vers le bas, j'additionne les 2 nombres qui se trouvent juste au-dessus. Donc ici, 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 1, ça fait 3 aussi, etc., etc. Vous voyez que, par exemple, ce 35 ici, c'est la somme de 15 et 20 ici. Donc c'est comme ça que je progresse dans le triangle arithmétique. Et alors, il se trouve qu'on l'appelle le triangle de Pascal, mais il était connu au moins par Yang Hui au XIIIe siècle. Alors, vous voyez, ça c'est exactement une autre représentation du triangle. Ici, il y a des nombres écrits en chinois. Simplement, Yang Hui, là, vous voyez le 35, là, en fait, il s'est trompé. C'est 1, 2, 3 pour 3 dizaines, et 1, 2, 3, 4 barres. Ah mince, il a mis 34 ici, il s'est trompé. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un avait remarqué cette faute dans le triangle de Yang Hui. Alors, ce n'est pas grave, parce qu'après, il écrit bien 35 et en bas, il écrit les bons nombres. Donc, c'est une petite typo, mais c'est une partie du boulot de mathématicien, c'est de relever les typos. Alors, les nombres du triangle, ici, sont ce qu'on appelle les combinaisons k parmi n, c'est-à-dire le nombre de façons de choisir k éléments parmi une collection de n. Par exemple, 52
enfin 4 parmi 52, c'est le nombre de façons de choisir 4 cartes parmi 52 cartes. Okay. Alors il y a une formule explicite pour ça, mais je ne vais pas la donner. Tout ce que je vais dire, c'est que ces nombres, ils vérifient cette propriété-là. D'accord ? C'est que le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, c'est la somme du nombre de façons de choisir k-1 éléments parmi n-1 et du nombre de façons de choisir k éléments parmi n-1. Bon, il y a un petit raisonnement qui donne ça, mais à la limite, on va prendre ça comme définition de ces nombres. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai défini le triangle. Et voilà ce que va dire Fermat. Rappelons que nous jouons en B plus P moins une partie, dont certaines peut-être fictives. Lesquelles, donc sur ces parties jouées, chacune a deux résultats possibles. Donc en tout, j'ai 2 à la puissance B plus P moins 1 résultats possibles, le nombre de configurations de mon jeu. Lesquelles sont favorables à Blaise ? C'est celles où Pierre ne va gagner qu'un nombre R plus petit que le nombre restant à gagner, P, pour lui. D'accord ? Et donc, je dois choisir le nombre de parties gagnées par Pierre parmi toutes les parties jouées, sachant que ces parties, j'en ai 0, 1, 2, 3 ou P-1. Et donc, le nombre de situations possibles pour Pierre, favorables pour Blaise, c'est la somme de ces coefficients, de ces combinaisons, 0 parmi B plus P-1, 1 parmi B plus P-1, etc., jusqu'à P-1 parmi B plus P-1, le nombre de victoires de Pierre. Et du coup, eh bien, on trouve la solution. En fait, la probabilité d'une victoire de Blaise, c'est le quotient de ce nombre un petit peu compliqué ici, mais qui s'obtient directement à partir des coefficients du triangle, sur 2 à la puissance B plus P-1. Et ça, c'est la probabilité de gagner. Donc, la mise que Blaise doit récupérer, elle est en proportion de cette probabilité, et donc je multiplie la mise initiale par cette probabilité-là. Voilà la solution de Pascal, de Fermat. Et en particulier, quand on étudie un petit peu plus en détail les coefficients du binôme, on trouve une réponse à la solution de Pascal sur la valeur de la première partie. Donc ici, j'ai donné la formule telle que Pascal l'a donnée, et telle qu'il l'a démontrée dans son traité du triangle arithmétique. Et en fait, ce qu'on peut voir après coup, c'est que les deux approches sont en fait équivalentes. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de l'équation qui permettait de définir les EBP, la moyenne entre EB-1P et EBP-1, cette équation, elle est très très proche de celle qui définit les coefficients du triangle. Et en fait, ces deux équations sont équivalentes. L'une implique l'autre, et vice-versa. Je peux peut-être faire une petite pause ici, rapide, parce que je vois que le temps avance beaucoup, donc je peux peut-être prendre 1 ou 2 questions sur les solutions de... C'est bon. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi, au bout de B plus P moins 1, donc des parties, pourquoi le hasard était scellé. J'ai pas dit le hasard est scellé, j'ai dit le jeu est scellé, d'accord ? Parce que si on joue, donc ici on avait 2 parties à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre, je dis qu'au bout de 4 parties, si Pierre a gagné au plus 2 parties, ça veut dire que Blaise en aura gagné au moins 2, et donc il aura gagné, puisqu'il lui restait 2 parties à jouer. D'accord, ok, merci. Et vice-versa. Moi, j'avais une question. Là, on voit que ça marche que si on peut que aller vers la droite au niveau des parties restantes à jouer. Comment est-ce que ça marche si, par exemple, on dit pour gagner, il faut avoir gagné 3 manches de plus que l'autre. Oui, j'y viens. Mais très bonne question. Peut-être une dernière question et puis ensuite je continue. Pardon, j'ai pas bien compris si le système du triangle arithmétique, il avait été créé pour répondre aux problèmes ou s'il existait déjà avant et qu'il a aidé à répondre aux problèmes. C'est une bonne question. Je ne crois pas que je suis capable de répondre à cette question. Pascal, il l'introduit pour différentes raisons. Il étudie en particulier les propriétés de divisibilité des coefficients du triangle. Et en fait, d'ailleurs, j'ai un prédécesseur. Il y a eu une des premières conférences, je crois, un texte à mathématicien a été donné sur le triangle de Pascal. Et je pense que l'orateur s'intéressait davantage aux questions arithmétiques.
propriété arithmétique du triangle. Mais bon, il se trouve qu'en fait, c'est un triangle très important en probabilité, parce que ces coefficients s'appellent les coefficients binomiaux et sont liés à la loi binomiale. Je vais continuer. Alors, en fait, bon, cette solution de Fermat, Pascal l'admire très fort, hein, on l'a vu au début de sa correspondance, mais Robert Val, il ne l'aime pas du tout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de manche fictive? Le jeu, il ne s'arrête pas au bout de 4 parties, il s'arrête quand l'un des deux joueurs a gagné. Et puis après, c'est fini. D'accord? Donc en fait, ça ne lui convient pas du tout. Et en fait, Pascal, à la fois, il va reconnaître la validité de la solution de Fermat pour une très bonne raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux solutions sont les mêmes. D'accord? Il faut le vérifier, mais les deux solutions sont les mêmes. Mais quand même, il ne va être pas complètement sûr de cette histoire de partie feinte. Et donc, il va s'embrouiller un peu, en fait, Pascal. Voilà ce qu'il écrit. Il dit, bon, ok, quand il n'y a que 2 joueurs, votre méthode qui procède par les combinaisons est très sûre. Mais quand il y en a 3, je crois avoir démonstration qu'elle est mal juste, si ce n'est que vous y procédiez de quelque autre manière que je n'entends pas. Puis ensuite, il va dire mais la méthode que je vous ai ouverte et dont je me sers partout marche tout le temps, d'accord, alors que bon, bah, la vôtre, elle ne marche pas tout le temps. Okay. Et puis il termine en disant, je suis sûr que je me donnerai à entendre, mais il me faudra un peu de discours et à vous un peu de patience. Et alors là, il va se passer un truc qui est assez savoureux et qui va faire un petit peu de dégâts, c'est-à-dire que Pascal, en fait, il va faire une réponse assez embrouillée, comme vous allez voir. Et vous allez voir. Voilà la réponse donc de Pascal, il me faudra un peu de discours. Donc là, pendant ces 5 pages, d'abord, il explique à Fermat comment Fermat a fait pour montrer le... Il explique à Fermat sa méthode à Fermat. D'accord? Il dit voilà comment vous faites, voyez, voilà comment vous procédez quand il y a 2 joueurs, etc. Et là, il explique tout ça. Alors, c'est un peu bizarre, a priori, d'accord, d'expliquer à quelqu'un, vous m'avez raconté quelque chose, voilà comment vous faites. Ce que ça veut dire, c'est peut-être que Fermat, il a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bah oui, avec les combinaisons, ça marche. Peut-être que c'est ça. Et du coup, Pascal, il explique, quoi. Il essaye de comprendre. Dans ces 2 pages-là, il explique pourquoi Robert Val, il ne comprend pas, et pourquoi quand même ça marche, et comment Pascal a compris que si, la méthode de Fermat, elle marche. Et puis ensuite, dans les pages restantes, ici, il va expliquer à Fermat pourquoi la méthode, elle n'a pas l'air de marcher pour quand il y a 3 joueurs au lieu de 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et puis ensuite, formule de politesse, hop, et puis voilà, j'espère qu'on pourra se remettre d'accord, tout ça. Bon. Et puis Fermat, il va répondre très peu de temps après, je crois 5 jours après, et voilà ce qu'il va répondre. Donc, vous voyez cette lettre-là, puis hop, réponse de Fermat. Non, en fait, la raison est manifeste et se prend toujours du même principe. C'est par les combinaisons, ça marche. Voilà ce que répond Fermat, je blague pas. Hein. Alors du coup, ce qui va rester un peu, c'est que... Et Fermat a raison, hein, Fermat a raison, mais d'un autre côté, on va voir que Pascal a eu quand même raison de demander un petit peu des détails à Fermat. Alors, ce qui est marrant dans cette correspondance, c'est qu'ensuite, je vais quand même passer une minute là-dessus, voilà la suite de la lettre de Fermat. Il dit, bon, maintenant qu'on a réglé ces problèmes de probabilité un petit peu triviaux, là, je vais vous soumettre à des choses vraiment intéressantes de la théorie des nombres. Et il dit, quand je prends 2, que je le mets au carré, que je remets le résultat au carré, que je le remets au carré, etc., et que j'ajoute 1, je vais toujours trouver un nombre premier. Il dit, c'est une propriété de la vérité de laquelle je vous réponds. Mais la démonstration en est très malaisée, peut-être vous allez en trouver une, etc. Puis il illustre ça, hein, il dit si je prends le carré de 2 et que j'ajoute 1, ça fait 5, c'est un nombre premier. Le carré du carré de 2, donc le carré de 4, ça fait 16, j'ajoute 1, ça fait 17, c'est un nombre premier. Pareil avec le carré du carré du carré, donc 256 plus 1, ça fait 257. Et puis 65 537, c'est aussi un nombre premier, et ainsi de suite à l'infini. Alors pas de chance, à peu près, je crois, 60 ans ou 70 ans plus tard, Euler va s'intéresser d'un peu plus près au nombre de Fermat suivant ici, 65 536 au carré plus 1, et il n'est pas premier. Et en fait, aujourd'hui, on pense que les seuls nombres de Fermat premiers sont ceux qui sont listés là. C'est pas de bol quand même. Bon, voilà, alors, désolé, hein, je me suis un peu payé la tête de nos deux grands génies, mais voilà, ça montre aussi que les grands génies peuvent se tromper, c'est un peu rassurant aussi. Alors en fait, bon, je vais peut-être accélérer un petit peu là-dessus. Fermat va quand même faire un petit geste pour Pascal, parce que quand même, juste dire, bah oui, la raison est manifeste, c'est évident. Bon,
C'est pas très sympa, alors que Pascal s'est quand même donné un peu de peine à comprendre. Et Fermat va faire un pas vers Pascal et vraiment clore cette discussion de façon satisfaisante. Donc il va donner une solution sans ces fameuses manches fictives. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper différemment les situations favorables, disons les hasards, les façons que le jeu a de se conclure, qui sont favorables à Blaise. Donc, Blaise, il doit gagner B manches, et Pierre doit en gagner moins que P si on veut que Blaise gagne. OK ? Donc, à nouveau, le nombre de parties gagnées par Pierre, c'est un nombre R qui se trouve entre 0 et P. Strictement plus petit que P, mais éventuellement nul. Et du coup, voilà comment raisonne Fermat. Il dit, avant la victoire finale de Blaise, eh bien, j'ai maintenant B plus R moins une manche qui vont être jouées, d'accord, les R victoires de Pierre et les B victoires de Blaise, avant la dernière manche gagnée par Blaise. D'accord ? Ceci, il y a 2 à la puissance B plus R moins 1 possibilités, hasard possible. Parmi ceux-là, R parties sont gagnées par Pierre, et donc R parties parmi B plus R moins 1 sont favorables à Blaise. Et du coup, voici une expression du résultat qui est un petit peu différente de celle de tout à l'heure. J'ai remis l'autre résultat qu'on avait tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait cette somme de coefficients du triangle divisé par 2 à la puissance B plus P moins 1. Et ici, on décompose selon le nombre exact de parties gagnées, sans manche fictive. Alors, ce n'est pas du tout clair, en fait, que ces deux formules donnent la même chose. C'est un très bon exercice, d'ailleurs, si vous savez manipuler le triangle de Pascal. Ça se démontre, par exemple, par une récurrence. Mais c'est bien la même chose, on peut le montrer. Et donc, là, maintenant, on a complètement résolu le problème de façon satisfaisante, puisqu'il n'y a plus ces manches fictives. D'accord ? Et en fait, en précisant sa pensée, Fermat a mis le doigt sur 2 aspects fondamentaux de la théorie des probabilités. D'abord, ces histoires de manches fictives ou manches pas fictives, en fait, si vous avez fait un petit peu de probabilité, vous savez qu'en probabilité, on doit choisir un espace de probabilité sur lequel on va travailler, l'espace des résultats possibles. Et en fait, on a toujours le choix, d'accord, dans cet espace. Par exemple, si je jette 2 dés et que je m'intéresse aux résultats, je peux prendre comme espace de probabilité l'ensemble des résultats, par exemple la somme des 2 dés. D'accord ? Donc un nombre entre 2 et 12. D'accord ? Ça, c'est un espace de probabilité possible. Mais si on s'intéresse quand même d'un peu plus près, par exemple, si je m'intéresse au fait d'obtenir, je ne sais pas moi, 5 et 4, peut-être je vais faire un peu différemment. Je vais prendre comme espace de probabilité l'ensemble des résultats du premier dé et les résultats du deuxième. Et puis je peux décider d'ordonner les dés ou de ne pas les ordonner. À chaque fois, ça me donne un résultat qui, à la fin, est équivalent, qui me donne toujours la même probabilité, mais qui ne va pas toujours me donner la même formule. Et donc ça, c'est quelque chose de très fondamental. Et l'autre chose très importante, c'est qu'en séparant les hasards de gains pour Blaise en différents sous-ensembles, il va mettre le doigt sur quelque chose qu'on appelle le caractère additif des mesures de probabilité, qui vous disent que quand j'ai 2 ensembles de résultats disjoints, la probabilité de la réunion des deux, c'est la somme des probabilités. Et c'est ça qui se joue ici. En fait, vous voyez que le résultat précédent, il ne s'exprime pas exactement sous la forme nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total. On partitionne d'abord l'espace et sur chacune de ces parties, on calcule ce nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Donc c'est un raisonnement un peu différent et qui là utilise vraiment l'additivité des mesures de proba. De son côté, Pascal ne parle jamais de quelque chose qui pourrait se ramener à des probabilités, comme le fait Fermat. Lui, il travaille avec ce qu'on appelle des espérances mathématiques. La somme qu'on peut espérer gagner, c'est-à-dire le produit de la somme gagnée par la probabilité de gagner. D'accord ? Et plus exactement, il s'intéresse, en faisant ces différents scénarios, à ce qu'on appelle l'espérance conditionnelle. Sachant le passé du jeu, sachant tout le passé du jeu, sachant qu'il ne me reste plus que 2 parties à jouer contre une pour vous, qu'est-ce que je peux espérer gagner ? Et cette notion d'espérance, c'est quelque chose de très fondamental et qui est un premier pas, en fait, ces équations-là, qu'on appelle les équations pour des fonctions harmoniques. Alors, excusez-moi, ces équations-là qui s'appellent des équations de fonctions harmoniques, c'est quelque chose qui s'appelle c'est le premier pas, disons, dans le domaine de la théorie du potentiel, qui va avoir une très très grande importance et dont la fusion avec la théorie des probabilités va être parfaite au XXe siècle.
notamment par Lévy, Double, Mayer, et le concept de martingale. En fait, on peut dire d'une certaine façon que Pascal est le premier à avoir calculé ce qu'on appellerait dans le langage moderne une martingale. Bon, je ne vais pas parler de martingale ici. Donc voilà ce qu'on a appris avec cette solution. Alors, je vois qu'il ne me reste plus énormément de temps, mais je vais quand même parler de l'ultime défi de Pascal à Fermat, la ruine du joueur, et ça va me permettre de rebondir à une question qui m'a été posée. Après 1654, comme on l'a dit, Pascal se retire un peu du monde, enfin même se retire complètement du monde, mais en réalité, il continue de réfléchir à toutes ces questions qui le passionnent, et il continue en fait de correspondre, en particulier avec Fermat, mais pas forcément directement. En tout cas, on n'a pas de trace d'une correspondance directe entre les deux. Ce qu'on sait, c'est que Christian Huygens, le fameux mathématicien et physicien néerlandais, va écrire en 1657 le traité finalement que Pascal aurait pu écrire sur la géométrie du hasard, en mettant essentiellement ce traité, c'est une sorte de collection d'exercices de probabilité de plus en plus difficiles. Et en fait, c'est Carcavie qui avait mis en relation Pascal et Fermat, qui va nourrir Huygens avec ces problèmes posés par de l'un à l'autre. Et en particulier, dans une lettre du 28 septembre 1656, Carcavie va mentionner à Huygens une autre proposition que M. Pascal a faite à M. de Fermat, laquelle il juge sans comparaison plus difficile que toutes les autres. Et ce problème, c'est un problème qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la ruine du joueur. Dans les traités modernes de probabilité, on ne parle jamais du problème des parties. Par contre, on parle de ce problème de ruine du joueur. Et ce problème va poser quand même un défi à Fermat, parce que cette fois, le jeu, il va plus se jouer en 3 manches gagnantes, mais en nombre de manches potentiellement infini. Et par ailleurs, les chances de gagner pour chacun ne vont plus être symétriques. Ce ne sera plus un jeu de pur hasard, pile ou face. Alors voilà comment fonctionne la ruine du joueur. Donc Blaise et Pierre, toujours nos 2 joueurs, jouent au jeu suivant. Au début, ils partent de 0 points chacun. Okay, et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter 3 dés. Un arbitre va jeter 3 dés. S'il obtient 11, alors il va donner 1 point à Blaise et en retirer 1 à Pierre. S'il obtient 14, il fait le contraire. Il va donner 1 point à Pierre et il va retirer 1 point à Blaise. Et s'il obtient autre chose que 11 ou 14, il recommence à jeter ses 3 dés. Alors, un petit calcul montre qu'il y a 27 jets de 3 dés qui donnent 11 et 15 jets de 3 dés qui donnent 14. D'accord ? C'est un petit calcul qu'on peut faire. Du coup, il y a 42 possibilités d'obtenir 11 ou 14 avec 3 dés. Et donc, avec probabilité 27 sur 42, Blaise va gagner 1 point et Pierre va en perdre 1. Et sinon, c'est le contraire. Okay ? Donc voilà le jeu. Et la question, c'est... Bon, là, on voit que ce jeu, on ne va pas mettre des mises égales au début. Vous voyez bien, Blaise a beaucoup plus de chances de gagner que Pierre. C'est clair. Puisque 27 sur 42, c'est plus grand que 15 sur 42. La question, c'est qu'est-ce que les joueurs vont miser au début pour que le jeu soit un peu équitable, équilibré. D'accord ? Donc, à quel niveau prend-on les paris de ce jeu-là ? C'est-à-dire, quel est le rapport entre la probabilité de gagner pour Blaise sur la probabilité de gagner pour Pierre ? C'est ça que demande Pascal à Fermat. Et voilà, alors Carcavie continue. La question parut si difficile à M. Pascal qu'il douta si M. de Fermat en viendrait à bout. Mais il c'est Fermat, m'envoya incontinent cette solution. Blaise peut parier 1156 contre 1, mais non pas 1157 contre 1. Par où M. Pascal, ayant connu que M. Fermat avait fort bien résolu ce qui lui avait été proposé, il me donna les véritables nombres. 150 millions de milliards, 94 000 milliards, 635 milliards, 296 millions, 999 121, divisé par 129 000 milliards, 746 milliards, 337 millions, 890 625, qui fait effectivement 1156,831. Donc c'est bien entre 1156 et 1157. Équivaut en fait 27 à la puissance 12 divisé par 15 à la puissance 12. Ce qui nous renseigne sur 2 choses. Vous voyez que Pascal, ce n'était pas un manchot quand il s'agissait de faire des calculs. En tout cas, il y passait le temps qu'il fallait et il obtenait le bon résultat. Et ça nous dit une autre chose. Est-ce que vous voyez un petit truc qui cloche avec cette fraction-là ? Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas dans cette fraction ?
27 sur 42, 15 sur 42. Vous voyez pas? Comment? Effectivement, c'est vrai. Mais vous voyez pas quelque chose, juste la fraction, cette fraction, elle est bizarre, non? On peut, bah oui, elle n'est pas irréductible. Elle n'est pas irréductible. Et en particulier, 27 à la puissance 12 sur 15 à la puissance 12, c'est juste 9 à la puissance 12 sur 5 à la puissance 12. Mais Pascal, il a effectivement calculé 27 à la puissance 12, alors qu'il aurait pu gagner plein d'étapes. Vous voyez? Il a calculé des nombres beaucoup trop grands ici. Il aurait pu simplifier cette fraction-là. C'est bizarre. Mais en fait, ça dit aussi que Pascal, il raisonnait vraiment en termes des hasards favorables, qui étaient les 27 combinaisons gagnantes par le jet de 3D et des 15 combinaisons perdantes sur le jet de 3D. Et c'était ça qui, pour lui, avait un sens. Ce n'était pas vraiment la fraction. Vous voyez? Pour lui, simplifier cette fraction n'avait peut-être pas de sens, en fait. Voilà. Alors, je vais expliquer, mais là, je vais passer vraiment très vite, comment est-ce que Pascal a pu résoudre ce problème. Donc voici une solution dans le style de Pascal. Et là, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, bon, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ici, vous voyez, j'ai représenté à nouveau une grille dans laquelle, quand j'avance et que je monte, Blaise gagne 1 point. Et quand j'avance et que je descends, c'est Pierre qui gagne 1 point et qui, du coup, soustrait 1 point à l'autre. Vous voyez que le nombre de manches, maintenant, il est infini parce qu'on peut imaginer l'état du jeu comme un petit ascenseur qui monte et qui descend. D'accord? Et qui se termine quand l'ascenseur arrive à 12 ou à moins 12. On joue en 12 manches gagnantes. Enfin, pardon, on attend que l'un des deux joueurs ait 12 points, arrive à 12 points. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit, excusez-moi, je le redis ici. Voilà, le premier est arrivé à 12 points à gagner. D'accord? Donc, au moment où l'ascenseur arrive à plus 12 ou descend à moins 12, le jeu est terminé. Voilà, alors ici, plutôt que 12 et moins 12, j'ai juste fait moins 3 et 3, juste pour pouvoir dessiner la grille ici, mais le problème n'est pas différent. Donc vous voyez, j'ai une grille dans laquelle je monte avec probabilité 27 sur 42, je suis resté dans l'esprit de Pascal et je n'ai pas simplifié, je n'ai pas mis au même dénominateur, enfin, je n'ai pas réduit cette fraction, et je descends avec probabilité 15 sur 42. Et en violet, je donne la probabilité que partant d'un point donné, ça soit Blaise qui gagne. Vous voyez que quand je suis arrivé tout en haut, à 3, Blaise gagne avec probabilité 1. Alors qu'arrivé tout en bas, Blaise a perdu, donc il gagne avec probabilité 0. Et ce qu'on cherche à déterminer, c'est la probabilité que Blaise gagne, c'est-à-dire E0, si je pars de 0 points chacun, divisé par la probabilité qu'il perde, c'est-à-dire 1 moins E0. Et voilà comment Pascal aurait pu résoudre le problème. Eh bien, comme il l'avait fait pour le problème des parties, EI, donc la probabilité de gagner sachant qu'on part de I points pour Blaise, c'est une moyenne pondérée de EI plus 1 et de EI moins 1, où les coefficients pondérateurs sont 27, 42 et 15 sur 42. D'accord? Donc on a une équation que je peux réécrire de la façon suivante. 27 fois UI plus 1 moins EI égale 15 fois UI moins EI moins 1. Donc vous voyez, si je multiplie par 27 cette différence entre deux EI consécutifs, je peux décaler l'indice de I plus 1 à I, j'arrive de I à I moins 1. Mais je remplace le 27 par un 15. Je peux répéter cette équation 3 fois, en la multipliant par 27 et en la réappliquant, de façon à décaler l'indice, cette fois de 3. De EI plus 1 à EI, je vais à EI moins 2 moins EI moins 3. Et maintenant, ces différences, je peux les additionner, et croyez-moi sur parole, on arrive à 27 à la puissance 3 fois la différence entre E3 moins E0, c'est 15 à la puissance 3 fois E0 moins E moins 3. Mais E moins 3, c'est 0, et E3, c'est 1. Et donc, finalement, la réponse, c'est 27 sur 15 à la puissance 3. Et c'est pareil avec 12. Voilà quelle a été sans doute la solution de Pascal, ou quelque chose d'approchant. Alors, vous voyez que la méthode de Fermat, maintenant, les combinaisons, ça ne marche plus trop, parce que comment on fait pour compter des trajectoires potentiellement infinies? Mais en fait, mon collègue Pierre Mathieu de l'Université d'Aix-Marseille m'a fait remarquer qu'il y a une petite symétrie cachée dans le problème qui a fait que Fermat a pu raisonner de la façon suivante. À chaque trajectoire victorieuse pour Blaise, ici en vert, va correspondre une trajectoire victorieuse pour Pierre, juste par une simple symétrie. D'accord? Et ce qu'on observe, c'est que les hasards de la première trajectoire, c'est exactement 27 à la puissance le nombre de montées fois 15 à la puissance le nombre de descentes. Et un petit calcul montre que ces hasards sont toujours 27 sur 15 à la puissance 3 fois plus nombreux que la seconde.
C'est un petit calcul à faire qui n'est pas complètement évident, mais qui marche. Donc en fait, puisque c'est vrai pour chaque trajectoire victorieuse pour Blaise, les rapports de chance de victoire de Blaise sur celle de Pierre sont de 27 sur 15 à la puissance 3. Fin de la preuve. Alors évidemment, ce n'est pas une vraie preuve au sens moderne, mais n'empêche que c'est exactement ce qui se passe. Il faudrait pouvoir sommer toutes les probabilités individuelles de toutes ces trajectoires, mais à la fin, le seul résultat raisonnable, c'est celui qu'a trouvé Fermat. Et c'est pas de chance pour Pascal, parce que si Pascal avait demandé la probabilité de gagner en partant de 1 point pour Blaise, cet argument se cassait la figure, et vraisemblablement, en tout cas, Fermat aurait dû se gratter un petit peu plus la tête. Mais là, il y avait une symétrie cachée. Je vais peut-être juste terminer, et je prendrai toutes les questions qui restent à la fin. Je voudrais parler un petit peu maintenant des résonances avec l'époque moderne. Et je voudrais insister sur le fait que Pascal, pour moi, est un penseur de l'infini. Je vais essayer d'expliquer ça. D'abord, Pascal a introduit, même s'il n'utilisait pas du tout ce contexte-là, ce terme-là, et que c'est vraiment trop tôt pour parler de ça, des fonctions qu'on appelle des fonctions harmoniques, qui sont les solutions de telles équations. Et il se trouve que ces équations-là permettent de définir des points à l'infini dans des espaces abstraits. Pourquoi ça? Parce que vous vous souvenez que dans la ruine du joueur, on se posait la question de quelle est la probabilité d'atteindre 12 avant d'atteindre moins 12. Mais on pourrait dire aussi quelle est la probabilité d'atteindre 100 000 avant d'atteindre moins 100 000. Et en fait, en envoyant ces nombres-là vers l'infini, l'existence de fonctions harmoniques, de fonctions qui satisfont ces équations-là, mais sans bord, permettent de dire si des trajectoires aléatoires s'échappent à l'infini et comment elles s'échappent à l'infini. Donc en quelque sorte, Pascal, qui avait été un des précurseurs de la géométrie projective en rajoutant des points qui étaient la limite des droites à l'infini, a été aussi un petit peu le précurseur de cette notion de frontière au sens probabiliste et qui consiste à suivre non plus des droites, mais des chemins aléatoires qui s'échappent à l'infini. Alors, après Pascal, évidemment, tout reste à faire pour la théorie des probabilités. D'ailleurs, certains disent que les raisonnements de Pascal n'avaient rien de probabiliste et qu'il a plutôt fondé la théorie de la décision et la théorie des jeux plutôt que la théorie des probabilités. Alors, on peut discuter de cette chose-là, mais il se trouve qu'en probabilité, il y a une notion très importante qu'on appelle l'approche fréquentiste et qui va servir en fait de définition dans les siècles ultérieurs et qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que la probabilité d'obtenir un pile ou face, enfin d'obtenir pile quand je jette une pièce, c'est 1/2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je jette cette pièce 1000 fois, je vais obtenir à peu près 500 fois pile et à peu près 500 fois face. C'est ce qu'on appelle l'approche fréquentiste et qui dit que c'est ce qui sera appelé la loi des grands nombres un peu plus tard et qui a été montrée par Bernoulli au début du XVIIIe siècle. Vous voyez ici, j'ai la moyenne du nombre de lancers, du nombre de résultats d'une certaine expérience aléatoire que je répète un grand nombre de fois. Et au bout d'un moment, cette moyenne s'équilibre vers une valeur qui est la probabilité de cet événement. Alors cette notion-là, elle est totalement absente de la correspondance Pascal-Fermat, et pourtant, elle résonne de façon singulière avec des conceptions pascaliennes. Alors je parle aussi de la loi des erreurs, qu'on appelle le théorème central limite, qui sera montré par De Moivre, Gauss et Laplace, et qui donne la probabilité de dévier de la probabilité exacte ici. Eh bien, je dis que ces deux théorèmes fondamentaux des probabilités résonnent avec des considérations physiques et philosophiques pascaliennes, parce que Pascal avait conscience du fait que l'être humain est en quelque sorte à une place intermédiaire entre le monde microscopique et le monde infini. D'accord ? Et il se trouve que la loi des grands nombres, elle décrit le passage du microscopique au macroscopique. Par exemple, autre considération pascalienne, la température qu'il y a dans cette pièce, ou la pression, cette température, elle est le résultat de la moyennisation de l'agitation thermique d'une infinité de petites molécules dans l'air. D'accord ? Et un phénomène du type loi des grands nombres me dit que même si ces molécules ont des agitations thermiques très différentes, eh bien, la moyenne de leur comportement donne une température fixe dans la salle. Et donc ces deux théorèmes sont des exemples de ce qu'on appelle la limite d'échelle, c'est-à-dire le passage du monde microscopique au monde macroscopique. Considération, encore une fois, hautement pascalienne.
Et je voudrais terminer en faisant un grand saut dans le futur et en arrivant ici maintenant à l'époque actuelle. C'est qu'une branche de la théorie des probabilités, les probabilités aujourd'hui sont un petit peu partout, à la fois dans la théorie et dans les applications. On trouve des probabilités en physique théorique, on trouve des probabilités bien sûr en probabilité théorique en mathématiques, mais on en trouve aussi dans les applications. Quand vous faites une recherche sur Google, vous utilisez un algorithme probabiliste qui est une exploration au hasard du graphe d'Internet. Et une des branches actuelles de la théorie des probabilités, c'est ce qu'on pourrait appeler la géométrie au hasard, plutôt que la géométrie du hasard. Je vais donner un exemple qui remonte au début du siècle. Je vais donner 3 exemples, en fait, qui, dans chaque cas, partent d'un comportement microscopique et essayent de décrire un comportement macroscopique. Donc, on va observer un grand objet aléatoire et on va chercher à caractériser sa forme limite. Le premier exemple le plus connu, c'est le mouvement brownien. Qu'est-ce que le mouvement brownien? Eh bien, on prend des marches aléatoires un petit peu comme celles considérées par Pascal. Je monte de 1 avec probabilité 1,5 et je descends de 1 avec probabilité 1,5. Et j'observe une très longue marche aléatoire. Et si je la regarde de loin, je vais observer une forme limite qui est une trajectoire continue, aléatoire, qu'on appelle le mouvement brownien. Alors ça, c'est des considérations qui datent du début du XXe siècle. Et plus récemment, au tournant des années 90, les gens se sont demandé qu'est-ce qui se passe avec d'autres structures géométriques plutôt que des chemins aléatoires. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je prends un arbre, vous voyez, un graphe plongé dans le plan comme ça, qui n'a pas de boucle et qui est d'un seul tenant. Donc ça, on a envie d'appeler ça un arbre, même s'il ne semble pas avoir beaucoup de feuilles. Alors il se trouve que le nombre d'arbres différents que je peux dessiner, c'est quasiment la même chose que la valeur de la première partie calculée par Pascal. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, c'est un fait. Et ce qu'on peut se demander maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends un très très grand arbre choisi uniformément au hasard parmi toutes les possibilités? Eh bien, on obtient là aussi des objets limites qui ressemblent un petit peu à cette image-là. D'accord ? Donc on peut décrire des objets continus qui sont des limites d'échelle d'objets microscopiques. Et puis une des choses qui m'a intéressé dans les 15-20 dernières années, c'est une sorte d'extension de cette idée où on va prendre cette fois des surfaces aléatoires. Donc ici, on va prendre une collection de petits triangles et on va les recoller de façon à obtenir une surface. Si on s'y prend bien, on peut obtenir n'importe quelle surface, par exemple le lapin que vous voyez ici. Mais si je recolle ces triangles totalement au hasard les uns avec les autres, en gardant la contrainte que je dois obtenir à la fin une surface, quelque chose qui ressemble, disons qu'il y a la topologie d'un ballon, et je vais obtenir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, d'accord, et qui est une surface aléatoire. Et dans tous ces exemples-là, on obtient des objets qui ont des propriétés, disons, fractales, d'autosimilarité, qui sont des objets aléatoires et qui vérifient ce qu'on appelle une propriété d'universalité, c'est-à-dire que peu importe en quelque sorte la façon dont j'ai approché ces objets, le résultat, à la limite, va toujours être le même. Voilà, j'ai terminé. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai donné quelques articles, notamment épistémologiques, donc 2 articles fameux par Coumet sur le problème des parties avant Pascal et sur les fondements, disons, épistémologiques de la recherche sur le hasard. Un article remarquable, si on veut connaître les détails de la correspondance Pascal-Fermat par Abou et Bois, où notamment on trouve la correspondance ultérieure cachée en quelque sorte entre les deux. Et puis un article assez remarquable d'Eriénic sur Pascal et les problèmes du chevalier de Méré, dans lesquels il explique un petit peu la portée de la méthode de Pascal en dehors des probabilités, et où il fait un parallèle avec des problèmes du XXe siècle de mathématiques financières. Voilà, je voudrais remercier les personnes suivantes, tout particulièrement Pierre Mathieu de l'Université d'Aix-Marseille, qui m'a aidé à préparer la partie sur la ruine du joueur, et Anne Miermont, avec qui, depuis 2 mois, j'ai des discussions sans fin sur Pascal. Et je voudrais finir en laissant la parole à notre héros. Voici un portrait de Pascal, sans doute le seul effectué de son vivant, perdu entre le vide et l'infini, qui nous dit « Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu
entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. Merci de votre attention. On a le temps donc pour juste 2 questions. Je voulais juste revenir sur la temporalité finale du problème des parties. Combien de temps ça a pris à peu près la correspondance pour arriver à une résolution du problème entre Fermat et Pascal? Elle se déroule entre juillet et septembre. Voilà, donc une correspondance courte. Et juste après, ce sera novembre et la nuit de feu de Pascal, et on va basculer dans autre chose. Notre question, oui. Avant Pascal, y avait-il d'autres mathématiciens qui avaient essayé de porter leur étude sur les probabilités? Oui, j'ai mentionné plutôt dans l'exposé des mathématiciens italiens, et notamment Pacioli, Cardano, Tartaglia et Galilée lui-même, en fait. Et il y a un traité de Cardano qui sera publié seulement en 1667, donc après la mort de Pascal, hein, sur les jeux de dés. Et en particulier, on y trouve, alors je ne suis pas allé regarder, hein, pour être tout à fait honnête, mais je crois qu'on y trouve des considérations du type nombre de résultats favorables sur nombre de résultats total. Des considérations sur des probabilités uniformes, en fait. Merci Grégory. Juste avant qu'on se quitte, une petite annonce. La prochaine conférence Un texte à mathématicien aura lieu le 22 mars prochain, toujours un mercredi. Et Virginie Bonailly-Noël nous dira si on peut entendre la forme d'un tambour. Merci encore. Merci à tous.